Les mathématiques sont devenues, plus ou moins depuis les travaux révolutionnaires de Isaac Newton, le langage de la physique, donnant ainsi corps à l'assertion visionnaire de Galilée. La nature est un livre écrit en langage mathématique. Évidemment, on aurait tort de conclure trop hâtivement que les succès de l'utilisation par les physiciens du langage mathématique montrent sans équivoque que le monde, l'univers, est mathématique en soi. Cela est une question récurrente en philosophie des sciences et en épistémologie, que nous nous garderons bien d'aborder dans cet épisode. C'est une question liée, mais différente que nous allons aborder. Quelle est la pertinence du langage mathématique pour les sciences sociales ? Mon invité pour cet épisode, Pablo Jensen, est physicien, très intéressé par les sciences sociales, et lance un avertissement amical à ses collègues qui seraient tentés de construire des modèles mathématiques simples, voisins de ceux dont ils ont l'habitude en physique, afin de décrire les propriétés des groupes humains. Un avertissement à la prudence donc, dont il explicite les motivations dans cette interview. Bonjour, donc aujourd'hui je reçois Pablo Jensen. Pablo, bienvenue sur Liberté Académique. Bonjour. Alors vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous conduisez vos travaux au laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Lyon. Vous avez reçu votre doctorat en 1990 et le titre de votre thèse c'était « Métastabilité thermique dans le silicium amorphe hydrogéné intrinsèque ». Ça fait peur un peu, hein, oui. Un petit peu. Alors vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages de popularisation de la physique, notamment Entrée en matière qui avait été publié en 2001, Des atomes dans mon café crème qui avait été publié en 2004, et donc cette année vous avez publié Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation, donc en 2018. Et donc ce dernier livre, enfin ce livre le plus récent, va être le sujet de notre conversation aujourd'hui, en tout cas le sujet principal. Donc dans ce livre, il y a un dialogue, on peut dire, ou une tentative en tout cas de dialogue entre les sciences naturelles et les sciences sociales. Je vous demande ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce dialogue entre ces grands champs disciplinaires. La réponse simple, c'est la curiosité. C'est souvent en recherche la meilleure des raisons, en fait. Ouais. J'avais passé une quinzaine d'années à travailler sur la physique de la matière. Donc, c'est sorti, en fait, le livre, c'est un seul livre. Je le dis juste entre parenthèses que les gens n'aillent pas acheter les deux. C'est un seul livre dont la version en poche a changé le titre, en fait, des atomes dans D'accord. Voilà. Même texte. Voilà, donc j'avais passé une quinzaine d'années à travailler sur la matière après cette thèse au titre un peu exotique et Ouais. thèse d'ailleurs. Et puis au bout d'une quinzaine d'années, voilà, la curiosité s'était émoussée sur Ouais. la matière et j'avais toujours été depuis jeune en fait intéressé, on va dire, par l'économie, la sociologie, voilà, les sciences sociales. Et du coup, je m'étais dit, essayons de marier l'utile à l'agréable. Et donc, voilà, je m'étais dit, est-ce qu'avec les outils de la physique, les outils quantitatifs, les outils donc mathématiques, de simulation, voilà, surtout les outils de simulation qui sont assez flexibles, est-ce qu'on pourrait essayer de modéliser non pas on va dire le comportement des atomes, mais le comportement des atomes sociaux, c'est-à-dire notre comportement. Donc, je suis parti un peu la fleur au fusil, même si je savais que c'était difficile, mais quand même avec cette idée-là, une idée assez naïve et assez commune chez les physiciens, je trouve. Et voilà. Et donc, je m'étais dit, est-ce que ça peut apporter quelque chose à notre connaissance du monde social? Et voilà. Donc, le livre essaye de résumer cette quinzaine d'années de recherche à la frontière, effectivement, entre des outils qui sont plutôt ceux des sciences formelles, hein, de la physique et des maths et de l'informatique aussi, et l'objet qui est l'objet social, enfin la société, l'économie et la sociologie essentiellement. D'accord. Donc vous avez en fait changé de thématique de recherche à un moment. Oui, tout à fait, c'est ça. Disons que je me suis dit que on fait de la bonne recherche que si le domaine nous titille et que voilà, on est excité par ce qu'on fait. Et je n'étais plus vraiment excité par ce que je faisais en physique de la matière, et donc il fallait voilà changer
changer de domaine et voilà. Et donc c'est ça, je profite aussi de la liberté qu'on a au CNRS en France, Ouais. de pouvoir changer de domaine comme on en a envie, en gros. Hein. Alors après, évidemment, ça suppose que vous repartez à zéro dans votre communauté, plus personne ne vous connaît, vous n'avez rien lu, vous êtes ignorant, donc il faut refaire un peu tout le travail qu'on avait fait depuis la thèse, mais en même temps, c'est très intéressant et c'est passionnant de découvrir un nouveau domaine. Donc voilà, c'est ça qui m'a guidé en fait. Ouais, ça résonne un petit peu avec ce que décrivait David Carpentier justement dans une interview assez récente, qui est aussi au CNRS et aussi au laboratoire de physique de l'ENS Lyon. Bon, dans son cas, c'était peut-être un changement un peu moins net de thématique, mais il m'avait expliqué que quand il avait commencé à s'intéresser aux isolants topologiques, il avait eu aussi un petit peu cette impression, enfin qui est complètement justifiée, hein, de repartir un peu de zéro. Et ouais, donc du coup, les connaissances que vous avez essayé de restituer dans cet ouvrage, pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation, vous les avez acquises vous-même au fur et à mesure de votre reconversion, entre guillemets, si je comprends bien. Oui, voilà, disons, c'est un sorte de bilan de 15 années de recherche sur le domaine, donc sur l'utilisation d'outils mathématiques pour la société, enfin pour étudier et analyser la société. Et aussi, évidemment, le fait que j'ai donné des cours de master sur ce sujet-là depuis, ça fait 7-8 ans que je donne un cours de master de modélisation des systèmes sociaux. Et donc, c'est un intermédiaire utile, on va dire, où j'ai dû préparer des cours, donc travailler des exemples et tout. Et donc, une bonne partie des exemples que je donne dans le livre viennent d'exemples que j'ai travaillé pour l'enseignement aussi. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que le but de l'ouvrage, c'est d'avertir les physiciens ou les mathématiciens, peut-être les informaticiens d'ailleurs, qui voudraient mobiliser leurs outils et leurs compétences sur des questionnements de sciences sociales? Et si oui, les avertir de quoi exactement? Enfin, vous avez déjà un tout petit peu évoqué, je pense, cette idée il y a quelques minutes. Alors, donc d'abord, le bouquin est un bouquin grand public, on va dire. Donc, il s'adresse pas seulement à mes collègues, à mes chers collègues, comme on dit, mais évidemment, ils sont dans le grand public aussi, en fait. On est tous dans le grand public dès qu'on n'est pas dans notre sous. Donc, bon. Donc, il y a clairement ce message-là. Effectivement, je l'avais déjà un peu dit, c'est que imaginez qu'on va pouvoir utiliser les outils qui ont été très féconds et très fructueux pour l'étude de la matière, par exemple pour la physique, et juste étendre le domaine de la lutte, si on peut dire, avec en changeant d'objet, voilà, et puis passer des atomes aux atomes sociaux. Hein. C'est l'analogie, une analogie assez fréquente. Donc ça, c'est clair qu'il y a ce message-là dans le livre, c'est ça va pas marcher. Et il y a un deuxième message aussi pour les collègues, on va dire, qui est que même dans l'absolu, si ça marchait, ça serait politiquement désastreux. Donc en gros, il faut vraiment pas faire ça, quoi. Parce que c'est déjà scientifiquement, ça tient pas bien la route, et en plus politiquement, c'est dangereux. Donc il vaut mieux, en tout cas avant de le faire, c'est savoir où on met les pieds et y aller quand même avec beaucoup de précautions. Donc, il y a ce message-là pour mes collègues, mais après, il y a aussi des exemples tout à fait accessibles à tout le monde, a priori. Donc voilà, parce que j'essaye dans chaque chapitre, en gros, la structure, c'est celle-ci. C'est chaque chapitre, je pars d'un exemple qui a fait du bruit en général, je sais pas, les modélisations sur la loi travail ou les modélisations des prévisions de la croissance. Enfin voilà, j'essaye de partir d'exemples concret de modélisation du social et disons je profite du fait que je suis chercheur dans le domaine pour aller regarder techniquement les articles et pas juste se laisser avoir par la vulgarisation, on va dire, où souvent on annonce des grandes prouesses et puis quand on regarde de près, on se rend compte que finalement c'est pas si extraordinaire que ça. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut avoir la connaissance technique du domaine, quoi. Et donc j'essaye de faire profiter en gros à tout le monde de cette connaissance technique du domaine pour essayer de faire une vulgarisation un peu plus réaliste et un peu critique, si vous voulez. Donc ça ressemble un petit peu à
le directeur de la collection au Seuil, c'est Jean-Marc Lévy-Leblond, et qui parlait de critique de science, et c'est un peu ça, quoi. Comme on est critique de cinéma, il y a un côté, voilà, on analyse ce qui sort en science et on essaye d'avoir un regard un peu critique, ce qui veut pas dire toujours négatif, hein, mais ce qui veut dire, voilà, essayer de pas juste vendre sa soupe, on va dire, voilà. Ouais, ouais. Ok, je comprends bien et je pense que l'audience comprendra bien aussi ce que vous voulez dire à propos de, bah, disons, de travaux enfin, pour lesquels la mobilisation d'outils mathématiques marche mal pour modéliser ou simuler la société. Par contre, je pense que ça peut être utile déjà à ce stade-là de préciser ce que vous voulez dire quand vous dites que même si ça marche peut-être parfois un peu mieux, il y a des problèmes ou des soucis politiques qui viennent se rattacher à ça. Oui, oui, tout à fait. Parce que, disons, ça, c'était pas immédiatement évident. Donc ça a été aussi cette conclusion-là est tirée de pas mal de lectures côté sciences sociales, en revanche. Donc c'est pas technique dans les travaux nécessairement. Mm-hmm. Mais en gros, donc disons, la logique là derrière, c'est que ces outils formels sont bons, on va dire, pour centraliser des données. Et historiquement, c'est comme ça d'ailleurs que les statistiques, ce qu'on appelle les statistiques mathématiques, même sont nées en fait d'un souci de l'État centralisateur. Donc au début du 19e siècle, on a commencé à avoir beaucoup de données sur les populations. Et l'État a voulu centraliser tout ça pour faire, en gros, enfin, pour manager les populations, quoi. C'est-à-dire, voilà, savoir un peu la santé, le nombre de crimes, la longévité, etc., etc. Donc, l'État avait besoin de chiffres pour savoir ce qui se passait dans son propre pays. Et pour être capable d'utiliser tous ces chiffres-là, eh ben, en fait, il fallait développer une science, un peu une logistique des données, si vous voulez. Et les statistiques, c'est ça, en fait. C'est comment rassembler énormément de données un peu disparates et en sortir des choses propres qui soient au-delà de la moyenne, si vous voulez. La moyenne, on la connaissait avant, mais après, il a fallu développer d'autres manières d'apprivoiser cette masse de données. Et on voit bien statistique dans l'étymologie, il y a le mot état dedans, en fait, le stato en italien, donc c'est l'état. Et donc dès le départ, on voit que cette science des données, elle est intimement liée à la centralisation et à l'état et à la politique, en fait. Donc ce qui n'est pas forcément mauvais, hein, donc il ne faudrait pas imaginer que parce que c'est politique, c'est forcément mauvais. Au contraire, on peut dire que l'État centralisateur a permis le développement d'énormément d'outils collectifs pour améliorer la vie du style la sécurité sociale, les pensions, enfin la retraite, etc. Et pour tout ça, pour faire cette prévision au niveau collectif, il faut savoir un peu l'âge des gens, combien il faut cotiser pour que tout le monde ensuite puisse toucher une pension, sachant la durée, enfin, l'espérance de vie, etc. Vous voyez, donc tout ça, ça relie de manière historique déjà très fortement une science des données sociales formelles même, donc des mathématiques, à des statistiques, et une volonté de l'État centralisateur de contrôler la société. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, on a une deuxième statistique qui est en train de naître, qui est adaptée non pas aux données du 19e siècle, où on avait quelques données sur beaucoup de monde, mais des données assez éparses, assez frustes. Aujourd'hui, on a un peu l'équivalent sur beaucoup de monde, mais énormément de données. Donc, il faut, au niveau scientifique, un autre type de statistique, et c'est ce qu'on est en train de voir avec les réseaux de neurones, avec les algorithmes, etc. Donc, c'est un nouveau type de mathématiques qui va permettre d'apprivoiser ces nouvelles données. Sauf qu'aujourd'hui, donc c'est toujours centralisé, mais les organismes qui sont au centre, c'est plus les États, mais c'est Google, c'est Facebook, c'est Amazon, etc. Donc, vous voyez, déjà, on pouvait critiquer l'État pour son, on va dire, son souci du bien commun. C'est toujours le cas, effectivement. Mais alors, Google et Facebook, c'est encore plus évident, a priori, son souci du bien commun. Voilà, il est encore plus contestable, on va dire. Et donc, en gros, mon message, c'est de dire, si vous développez des bons algorithmes et des bonnes méthodes formelles pour traiter énormément de données, donc même si vous faites bien votre travail de scientifique, à qui ça va profiter? Ben, en gros, ça va profiter à ceux qui ont les données, et c'est pas les États et c'est pas nous, quoi, qui avons les données, c'est Google et Facebook. Donc, pensez qu'en partie, votre travail, en fait, il bénéficie essentiellement aux groupes puissants, et donc, est-ce que vous avez envie de faire ça, quoi? D'accord, d'accord.
Alors, on peut essayer de rentrer dans la discussion un petit peu plus technique. Vous pointez notamment du doigt l'appétence des scientifiques. Donc ça concerne plutôt la première objection que vous faites, c'est-à-dire l'objection quant à la validité de certaines descriptions mathématiques de la société, on va dire. Vous pointez du doigt l'appétence des scientifiques pour les modèles mathématiquement solubles, mais à la pertinence empirique très limitée. Oui, tout à fait. Disons, les champions de ça, c'est plus encore que les physiciens, je crois, c'est les économistes, en fait. Ah ouais. Mais bon, c'est une branche de l'économie qui est quand même, je pense, en perte de vitesse quand on regarde. Mais Okay. les beaux modèles, donc je prends quelques exemples dans le bouquin. Il y a le modèle de Hotelling, qui est ce modèle de vendeur de glace sur une plage où les vendeurs essayent de déterminer. Donc il y a deux vendeurs qui doivent se partager, on va dire, le marché, qui sont les gens qui veulent acheter des glaces. Et la question que se pose Hotelling, donc c'est un modèle du début du XXe siècle, à 1920, quelque chose comme ça. C'est à quel endroit doivent se positionner les vendeurs de glace pour avoir le marché le plus grand. Et en gros, c'est si les vendeurs vendent la même glace au même prix, les gens vont juste choisir le vendeur de glace le plus proche. Et donc, ça se ramène à un petit problème de géométrie, en fait. Voilà, Ouais. un seul vendeur, il va se mettre au milieu. S'il y en a deux, où est-ce qu'ils doivent se mettre, etc. Et donc, Hotelling fait un petit modèle où on va faire une compétition et il va montrer, en fait, dans son modèle, de manière très élégante et mathématique, que les deux vendeurs ont intérêt à se mettre au milieu de la plage parce que s'il y en a un qui s'écarte du milieu, l'autre va venir se coller juste à sa gauche, on va dire, par exemple, s'il se met un petit peu à droite, et il va capter toute sa moitié gauche, si vous voulez. Bon, avec un petit dessin, c'est plus facile à expliquer, mais c'est assez simple, en fait. Ouais. Un peu comme des candidats aux élections. S'il y a que deux candidats au deuxième tour, s'il y en a un qui se déporte beaucoup à droite, l'autre va lui coller juste à gauche et il va choper tout le monde, toute sa gauche qui va être le segment le plus fort, si vous voulez. Et donc, Hotelling en avait tiré un principe de différenciation minimale, c'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont pas intérêt à se différencier, ils ont intérêt tous les deux à se mettre au milieu du marché, quoi. Et voilà, il avait dit que c'était un principe général et ça expliquait l'uniformisation et la standardisation des meubles et de tout ce qui se passait au début du XXe siècle. Sauf que, en fait, si vous rajoutez un petit ingrédient dans le modèle qui est le prix des glaces, donc ce qui n'est pas tout à fait une variable absurde du point de vue économique, et bien en fait, vous pouvez démontrer un principe totalement opposé qui est le principe de différenciation maximale. C'est-à-dire que cette fois-ci, s'il y a une compétition en prix, en plus d'une compétition en espace, eh bien, les vendeurs de glace ont intérêt à se mettre complètement au debout de la plage parce que ça leur permet en gros de monter les prix et de faire plus de profit. Donc, peu importe les détails, disons ici, je les explique de manière plus détaillée dans le bouquin, mais ça montre bien que ces petits modèles qui sont assez jolis, qui sont, voilà, c'est des beaux jeux mathématiques, c'est un peu des sudoku si vous voulez. Donc, c'est assez joli, mais en fait, la pertinence pour le monde réel, leur pertinence est quand même très limitée parce qu'il suffit de rajouter un petit ingrédient par là ou de changer la valeur d'un paramètre et puis voilà, vous retombez dans des résultats complètement différents. Et donc, ces petits modèles simples sont élégants, donc on comprend qu'on aime bien jouer avec, mais ils n'ont de pertinence en gros que pour un monde très très simplifié qui est celui des laboratoires de physique, si vous voulez. Quand mon collègue David fait des trucs avec des semi-conducteurs hyper purifiés à des températures basses, etc., il montre de très jolis effets quantiques, sûrement, voilà, etc. Et donc, dans ces cas-là où vous avez dompté la réalité, et bien à ce moment-là, les petits modèles simples ont une valeur heuristique et une valeur, disons, de connaissance assez forte, et c'est joli. Et donc, en physique, ces petits modèles simples sont intéressants. Dans les sciences sociales, où vous ne pouvez pas dompter, ou en tout cas pas encore, on en discutera après, dans une société qui n'est pas domptée actuellement, ces modèles-là n'ont aucun intérêt parce que ils donnent une apparence de solidité mathématique et en fait, c'est que de l'apparence, en fait. Ouais. Alors ensuite, peut-être qu'on peut parler de la distinction entre simuler, analyser et quantifier la société. C'est peut-être les trois parties, entre guillemets, centrales de l'ouvrage qui regroupent chacune plusieurs chapitres. Vous faites cette distinction, vous voyez dans ces différentes pratiques, enfin, j'ai l'impression que, si je me rappelle bien, vous leur attribuez des efficacités
plus ou moins grande, plutôt faible pour la simulation, peut-être un peu mieux pour les autres. Ouais, est-ce que vous pouvez discuter un petit peu de ces trois termes? En fait, il faut donner 3 exemples un peu courts, mais au moins pour fixer un peu les idées. Donc, les simulations, ça serait ces gros modèles pour prédire la croissance, par exemple. C'est-à-dire, on met plein de mécanismes dans un ordinateur, plein de données, et puis on essaye de dire, ben voilà, la croissance ces dernières années a été comme ça, et essayons d'extrapoler grâce à l'outil informatique, donc en simulant disons, les processus qui mènent à la croissance, par exemple, enfin, à l'évolution de l'économie, et essayons de prédire ce que va être la croissance l'année prochaine. Donc ça, c'est la simulation, c'est des gros, voilà, ça demande de gros ordinateurs et pas mal de données si on veut faire des choses réalistes. Ça, c'est ensuite la description, ça serait plutôt, donc on n'essaye pas de prédire, mais on essaye d'utiliser donc les méthodes formelles pour décrire ce qui se passe. Et un des exemples que je prends dans le livre, c'est est-ce que il y a une discrimination de salaire entre les hommes et les femmes? Donc répondre à ça, évidemment, on peut toujours répondre en disant ah oui, mais je connais un tel qui gagne plus qu'une telle qui sont dans la même boîte, et on va vous dire oui, mais elle n'a pas le même diplôme ou elle travaille à temps partiel, etc. Donc si on veut avoir une réponse un peu générique à cette question-là et pouvoir dire est-ce que en France, par exemple, les femmes à travail égal touchent un salaire inégal, eh bien il faut faire des choses un peu plus sophistiquées que juste regarder au cas par cas. Il faut vraiment regarder beaucoup de cas et essayer de se ramener à cette formule magique qui est toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire idéalement, il faudrait trouver une femme et un homme qui sont exactement identiques, sauf par le sexe, donc qui ont les mêmes diplômes, qui ont les mêmes compétences, qui ont le même temps de travail, qui font exactement le même travail, etc. Et donc à ce moment-là, si tout est identique sauf une variable, à ce moment-là, vous pouvez dire que toutes les différences disons, la cause de toutes les différences que vous allez observer se ramène à cette variable-là. Et c'est ce que font les physiciens, en gros, dans le laboratoire. Ils se débrouillent pour qu'il n'y ait qu'une seule différence, en fait. Et donc, dans la société, on peut pas le faire. Donc, il y a des méthodes mathématiques qui essayent d'analyser. Donc, c'est pas là, on simule pas vraiment, on analyse disons, l'outil formelles, là, les mathématiques servent à rendre homogène un grand nombre de cas différents, en fait, à tenter de rendre homogène, d'accord? Donc là, on fait pas de simulation, mais on essaye, disons, de généraliser des choses, et ça, c'est important, je pense. Donc, je prends plusieurs exemples au-delà du salaire homme-femme, pour essayer de tirer un petit peu des enseignements génériques de ce qui se passe dans notre société. Donc, ça c'est le deuxième exemple. Et le troisième exemple de quantitatif, c'est, par exemple, je sais pas, l'enquête PISA qui vous dit quelles sont les performances des élèves français par rapport aux élèves d'autres pays sur des tests standardisés. Donc à ce moment-là, vous essayez même pas de savoir quelles sont les causes en fait, mais vous essayez juste de quantifier les connaissances, voilà, pour les objectiver un petit peu et surtout les rendre du coup comparables entre pays. Et voilà, donc ça c'est les 3 étages, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est un affaiblissement à chaque fois de la volonté de modélisation. Dans un cas, on pense avoir tout compris et donc on va même pouvoir extrapoler avec les simulations de la croissance. Dans l'autre, on essaye au moins de trouver des causes, même si on va pas pouvoir prédire grand-chose. Dans le troisième cas, on n'essaye même pas de trouver des causes, c'est juste au moins mettre des chiffres dessus pour pouvoir comparer en fait. Et je dis, c'est que le premier, la simulation, ça marche pas, et ça, c'est pas, voilà, c'est comme ça. Empiriquement, on trouve que les prédictions de croissance des économistes tiennent pas la route. C'est comme ça. C'est un constat. Au niveau de l'analyse, c'est déjà nettement mieux parce qu'on arrive effectivement, par exemple, à dire que à travail égal, toute chose égale par ailleurs, en fait, il semble que les femmes touchent quelque chose comme 10% de moins de salaire que les hommes. Donc c'est critiquable. Il y a des hypothèses mathématiques là-dessous qui sont pas toutes justifiées complètement, mais ça donne quand même une idée. Et c'est important politiquement aussi parce que ça vous permet en tout cas de contrer les gens qui disent oui, mais non, c'est juste une telle qui ceci, une telle que cela. Et donc ça donne une sorte de force collective à cet argument qui tend à dire, ben voilà, il faut quand même se préoccuper de cette discrimination-là parce que les chiffres semblent la montrer. Donc ça, c'est important. Et le troisième chose, c'est la quantification. Là aussi, il y a des très mauvais exemples de quantification et de très bons, mais voilà, disons que en tout cas, c'est un outil qui peut, peut permettre de comparer des choses et disons, la question cruciale là pour la quantification, c'est est-ce que vous utilisez cette quantification
pour clore la discussion, donc pour dire, ben voilà, PISA montre que les élèves français ceci ou que les élèves finlandais telle chose, ou est-ce que vous l'utilisez comme un ingrédient dans une discussion un peu plus large? Et à ce moment-là, si vous l'utilisez comme un ingrédient, c'est un ingrédient qui peut être vraiment très, très intéressant et très fécond. Mais il ne faut pas que ça remplace l'évaluation, cette quantification par un indicateur. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière qu'il y a une sorte de progression chronologique, enfin que c'est l'une des manières de lire l'articulation successive de ces trois parties, une sorte de progression chronologique avec une baisse progressive de l'ambition qu'on continue d'avoir vis-à-vis de ces méthodes, disons, mathématiques. Ouais, je suis pas sûr que ce soit chronologique, c'est-à-dire qu'il baisse une baisse, effectivement, ça, je suis d'accord, une diminution de l'ambition modélisatrice de la simulation à la description, à l'analyse et à la description. En revanche, au niveau historique, je pense que les simulations sont les dernières venues quand même, puisqu'il fallait essayer, il fallait avoir des grands ordinateurs, etc. Alors que la quantification et les statistiques sont vieilles comme les statistiques, en gros, hein, ça date. Au niveau logique, ça tient la route, mais au niveau chronologique, je ne crois pas, en fait. Non, ouais. Enfin, disons, ma question, c'était plutôt dans une chronologie qui serait peut-être plutôt la vôtre ou... Ah oui, ok, oui, je comprends. Oui, oui. Au niveau de mes travaux, effectivement, j'ai commencé plutôt par la simulation, qui est l'outil un peu presque évident quand on vient de la physique. Et moi, j'avais déjà fait beaucoup de simulations en physique, mais avec des vrais atomes, quoi, si vous voulez. Donc, la dynamique moléculaire, voilà. Donc ça, c'est une technologie, on va dire, une technique qui date de la Deuxième Guerre mondiale, en gros, qui a été perfectionnée petit à petit après et qui est féconde en physique de la matière. Ça marche bien. Donc, on a la tentation tout de suite de remplacer les atomes par les atomes sociaux et puis en avant. Et en fait, donc effectivement, dans ma chronologie à moi, c'est par là que j'ai commencé. Là, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Et puis, donc, ensuite, je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'au moins l'analyse, ça marche? Et bon, voilà. Donc, effectivement, il y a une sorte de chronologie, mais personnelle, effectivement. Ouais. Ok. Alors, il y a quelque chose que vous avez déjà évoqué dans le début de cette conversation à plusieurs reprises. C'est, si vous voulez, la difficulté à contrôler les variables dans l'étude des phénomènes humains. Donc vous avez bien expliqué qu'effectivement, dans les labos de physique, les expérimentateurs ou même les théoriciens, pour eux, c'est très facile sur leur feuille de papier, mais les expérimentateurs en particulier, voilà, peuvent contrôler dans les meilleurs des cas toutes les variables sauf une et étudier l'effet de cette variable sur le système qu'ils étudient. Par contre, voilà, comme vous l'avez déjà évoqué plusieurs fois, je crois, dans le début de la conversation, ça c'est en général impossible à faire quand on étudie les phénomènes humains, les phénomènes sociaux. Et dans le livre, vous listez 4 facteurs à cet effet qui rendent les simulations de la société particulièrement difficiles. On peut peut-être les lister ensemble. Le premier, c'est tout simplement l'hétérogénéité des humains qui empêche en fait leur traitement comme vraiment des entités fondamentales aux propriétés simples et identiques, quoi, comme des atomes. Un tableau de Mendeleïev, mais au lieu d'avoir une centaine de types d'atomes, vous en avez des milliards, quoi. Et donc, c'est pas... Le tableau de Mendeleïev est nettement moins intéressant si vous avez une belle variété, quoi. Donc ça, on comprend assez bien, je pense, dont il est question. Le second facteur, c'est peut-être plus compliqué, mais en fait, je viens peut-être de l'expliquer partiellement quand j'ai introduit ma question. C'est ce que vous appelez le manque de stabilité de quoi que ce soit. Et alors, comme ça, c'est un peu difficile de comprendre ce dont il est question, mais vous dites que, par exemple, la relation entre deux variables est difficile à isoler d'autres variables tierces. Il y a aussi l'instabilité des effets d'une même cause dans des contextes différents. Enfin, je vous laisse poursuivre. Oui, c'est-à-dire qu'en physique, on a des
des lois stables qui nous aident beaucoup. Donc, dans l'exemple du climat, donc je prends ça au début du livre parce que le climat est un système très complexe. On pourrait se dire, ça vient souvent dans les discussions, c'est que la société, c'est un peu comme le climat, c'est-à-dire le climat, on n'y comprenait pas grand-chose et on savait pas le stimuler il y a quelques dizaines d'années. Et maintenant, on y arrive bon, à peu près. Ouais. Et donc, la société, c'est la nouvelle frontière, quoi, si vous voulez, mais avec le même type d'approche. Et donc, ce que je dis, c'est que la différence essentielle entre le climat et la société, même si tous les deux sont très complexes, c'est que dans le climat, vous avez une sorte de charpente à laquelle vous pouvez faire confiance, de structure profonde, qui est que l'énergie se conserve, que la quantité de mouvement se conserve. Enfin, vous avez quelques lois physiques là-dessous qui vous permettent quand même disons, de bien structurer vos modélisations et vos simulations, et du coup de les rendre beaucoup plus fiables en fait. Et dans le social, il n'y a aucune quantité qui se conserve. D'accord, la monnaie, on peut la créer, la confiance, ça s'évapore. Enfin voilà, on cherche des choses qui pourraient être stables et qui pourraient vous permettre, disons, de donner une sorte de charpente et de structure fiable, de soubassement fiable aux simulations, et on n'en a jamais trouvé. Sauf des trucs un peu biologiques, si vous voulez, disons, qui viennent de notre biologie à peu près, mais qui sont pas très pertinents pour la plupart des phénomènes sociaux. Donc c'est ça qui est à la base vraiment qui fait la différence entre la physique et la société, c'est ce manque de stabilité et de loi de conservation, si vous voulez. Ouais, ok. Ensuite, il y a un troisième facteur qui est les nombreuses relations à prendre en compte. Donc là, si je me rappelle bien, c'est les relations entre les différentes variables qui peuvent être en grand nombre dans les phénomènes sociaux. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que si vous supposez que les humains sont hétérogènes déjà, donc en gros chaque humain, il va falloir le décrire avec ses variables. Bon, après en général on fait des groupes, mais donc chaque groupe va avoir des comportements un peu différents et va réagir un peu de manière différente. Enfin, vous voyez, dès que vous prenez n'importe quel exemple, je sais pas, la croissance économique, telle entreprise va embaucher ou va pas embaucher en fonction de quoi, va embaucher qui et à quel salaire. Enfin, vous voyez qu'il y a plein de décisions qui sont prises et a priori, donc comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire à chaque fois que vous voulez rajouter une variable, vous avez deux possibilités qui sont l'une aussi mauvaise que l'autre d'une certaine manière. C'est soit vous créez une dimension supplémentaire, donc vous la laissez varier comme elle veut, mais du coup ça vous crée des espaces énormes, disons très de grande dimensionnalité. On sait qu'il se passe des choses bizarres dans les espaces à grande dimensionnalité. C'est-à-dire on ne sait pas bien trouver les minima, ou on ne sait pas, voilà, pose problème, on pourra en discuter. Soit vous dites, oh là là, non, je ne veux pas la laisser varier n'importe comment parce que je sais que ça complexifie beaucoup mes simulations et donc je vais la rendre homogène à une autre variable que j'avais déjà, mais ça suppose un paramètre. Par exemple, je ne sais pas si quelqu'un, il y a le temps et puis le coût d'un billet de train. C'est-à-dire si vous devez choisir entre l'avion et le train, vous avez des différences de prix et des différences de temps de parcours. D'accord? Et donc, vous pouvez vous dire, oui, au lieu de compter les deux, je vais donner, ce que font beaucoup les économistes, une valeur du temps. Voilà, le temps, c'est de l'argent, c'est bien connu pour les économistes. Et en gros, ils disent, pour une heure, ça vaut à peu près une heure de salaire, donc c'est 7 à 10 euros. Enfin, ça dépend justement, la valeur du temps dépend de la classe sociale. Donc, et voyez, donc là, vous avez une manière d'homogénéiser le temps et l'argent, et donc vous avez plus qu'une seule variable, mais il faut un paramètre pour faire ça. Et donc, dans certains domaines, ce paramètre-là peut se justifier, comme ici la valeur du temps, mais ça dépend des individus, comme on l'a dit. Puis il y a des individus, même à salaire égal, qui préfèrent gagner une demi-heure, quitte à payer plus, et d'autres qui vont pas faire ce choix-là. Donc ça introduit cette hétérogénéité. Donc vous voyez, à chaque fois, il faut vous rajouter une variable, soit vous rajoutez une dimension, soit vous rajoutez un paramètre, et dans les deux cas, c'est difficile à justifier et ça vous complexifie beaucoup le problème. Et donc, si vous avez beaucoup de variables, eh bien voilà, vous êtes noyé et ça donne les simulations de la croissance économique qui se plantent complètement. Ok. Alors, dernier facteur qui rend les simulations de la société difficiles, c'est la réflexivité des humains, comme vous l'appelez. Oui, ne serait-ce que, voilà, vous faites un modèle qui prédit que les humains vont faire telle chose, enfin, ou qu'on va faire telle chose. Par exemple, dans la bourse, hein, enfin, voilà, vous faites un petit modèle qui essaye de récupérer de l'argent de tel ou tel mécanisme de bourse. Dès que les gens vont s'en apercevoir, et ils vont modifier leur comportement ou leur programme pour adapter, disons, leur propre comportement et
et annuler cet avantage-là, en fait. Et donc, par rapport aux atomes ou aux électrons qui n'ont pas l'air de se soucier tellement de ce qu'on dit d'eux et de ce qu'on fait à leur propos, les humains sont évidemment concernés par les modèles qu'on fait d'eux et ça change leur comportement. Et donc, vous voyez, il faut une escalade supplémentaire. Donc, les gens, certains physiciens un peu intégristes me disent oui, mais c'est pas grave, on va juste modéliser cette réflexivité-là et puis voilà. Mais bon, vous voyez que bon, déjà, montrez-moi qu'on arrive à modéliser le premier, disons, à s'affranchir des 3 premières difficultés dont on vient de parler. Et celle-là, elle est encore autrement plus redoutable parce que ça suppose de modéliser, et, enfin, c'est un peu au 2e degré, vous voyez, modéliser la réaction aux conséquences du modèle. Et ça, à ma connaissance, vraiment, on en est très très loin en fait. Et là, c'est vraiment une question plus politique, effectivement. Il faut prendre ça en compte vraiment. La manière dont le modèle va affecter les humains, on n'est pas des électrons ou des atomes. Ouais, même déjà ça en physique, c'est pas toujours facile à faire quand il y a des sortes de phénomènes autocohérents comme ça. Oui, bien sûr. Dans certains domaines de la physique, c'est très difficile, mais disons, voilà, dans la physique classique, ça marche à peu près. En tout cas, même si les électrons sont perturbés, entre guillemets, par, disons, mécanique quantique, cette perturbation-là est au moins systématique, quoi. Enfin, voilà, on s'attend à cette probabilité, ça marche quand même en mécanique quantique. Donc, c'est pas tout à fait le même processus quand même. Ok. Donc vous avez proposé qu'on revienne un petit peu sur la difficulté qu'il y a à étudier les espaces de grande dimension. J'avais préparé une question, je pense qu'elle est pertinente par rapport à ça. C'est une question en fait qui concerne la volonté, enfin les tentatives de démêler les effets d'un facteur unique ou d'une variable unique. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques qui sont plus ou moins pertinentes quand on a des phénomènes qui dépendent d'un grand nombre de variables. Vous parlez un petit peu des expériences randomisées contrôlées et aussi d'analyse mathématique multifactorielle. Est-ce qu'on peut un petit peu expliquer ça? Alors, donc on est plutôt dans la case, effectivement, dans la case analyse, quoi. C'est plus plus que de simulation ou de quantification. On est d'accord, c'est juste pour fixer un peu les idées. On est dans cette case analyse et effectivement, on aimerait bien connaître l'effet d'une seule cause. Donc, j'avais pris l'exemple des discriminations de salaire. Donc, est-ce que le fait de changer de sexe, enfin, si on peut, voilà, c'est difficile de le faire vraiment, évidemment, mais donc, le fait d'être de sexe différent, ça suffit à, disons, à expliquer une différence de salaire, en fait. Donc, on essaye de comprendre l'effet d'une seule cause, en fait. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, en moyenne, les femmes ont peut-être moins de diplômes, enfin, en tout cas, dans certains domaines, elles travaillent à temps plus partiel que les hommes, etc., etc. Donc, en fait, voilà, il y a des corrélations dans tous les sens, et du coup, voilà, on n'a pas cet effet pur d'une seule variable, et donc on essaye de trouver des moyens mathématiques de rendre équivalent, enfin, disons, d'homogénéiser toutes les situations pour isoler cet effet-là. Alors, l'exemple que je prends peut-être de manière un peu plus détaillée dans le bouquin, c'est, vous savez, on dit toujours, il y a la pollution atmosphérique fait, alors je sais plus le chiffre exactement, enfin plusieurs dizaines de milliers de morts prématurées en Europe. Donc comment est-ce qu'on sait ça alors que ces morts prématurées sont difficiles à observer et puis même on n'a pas vraiment les mécanismes biologiques qui expliquent ça de manière très très fiable. Et donc ce qu'on fait, c'est que on prend les données de beaucoup de villes européennes où la mortalité est différente et on essaye de relier ça, cette différence de mortalité, à la différence de pollution, puisque les villes sont différemment polluées. Mais évidemment, dans les villes qui sont polluées, peut-être qu'il y a aussi plus de fumeurs, peut-être qu'il y a plus de personnes âgées, peut-être que, voilà, etc. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette différence de mortalité. Et donc, la technique mathématique, disons, de cette multivariation, c'est, on va supposer, donc il y a beaucoup d'hypothèses, donc une des hypothèses, c'est que la force de chaque facteur qui peut expliquer cette différence de mortalité est constante dans les différentes villes, c'est-à-dire, je sais pas, la force
si vous avez X% de plus de fumeurs, eh ben, ça va affecter la mortalité de la même manière à Paris, à Lyon, à Stockholm, etc., etc. Donc, on suppose, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que la mortalité est due à, je sais pas, une dizaine de causes, d'accord? La pollution, mais aussi les taux de fumeurs, la pyramide des âges, etc. Enfin, vous voyez, vous isolez un certain nombre de causes et vous n'êtes jamais sûr que vous avez tout pris en compte. Donc, peut-être que vous oubliez certaines causes et qu'elles vont changer complètement les résultats. Donc, la méthode est fragile par rapport à ça. Mais donc, si on suppose qu'on a bien pris en compte toutes les causes importantes et que chacune a la même, enfin, que chaque facteur a la même force partout, mais à ce moment-là, vous voyez bien que c'est une question de logistique, quoi. Vous voyez, si, de trouver la force de chaque facteur qui va au mieux expliquer la variabilité de l'effet, c'est-à-dire la variabilité de la mortalité, compte tenu de la variabilité de la cause. Après, une fois que l'hypothèse est faite que c'est la même force partout et que vous avez toutes les causes, après, vous voyez, c'est un jeu mathématique de trouver quelle est la force de chaque cause qui rend compte au mieux des variations que vous observez réellement. Et du coup, vous pouvez tirer la force de la pollution atmosphérique, en fait. Donc, quelle est la partie de l'effet qui est due à la pollution atmosphérique? Et c'est comme ça qu'on arrive à dire, ben voilà, la pollution atmosphérique cause, alors je sais plus combien de dizaines de milliers de morts prématurées en Europe, quoi. Alors qu'on n'a pas accès à cette donnée-là de manière directe. Et du coup, si on veut avoir disons, comme on sait que cette méthode-là est un peu fragile, si on oublie des causes ou des choses comme ça, c'est quand même important ensuite d'aller chercher dans des études biologiques comment est-ce que la pollution atmosphérique peut effectivement expliquer des morts prématurées par, je sais pas, obstruction des poumons, enfin bon, etc., etc. Ça, je connais pas très bien, mais donc dans chaque cas, il faut essayer de trouver une causalité un peu plus directe au niveau biologique, quoi, pour étayer cette causalité qui est un peu tirée par les cheveux, si vous voulez, mais qui est importante. Enfin, c'est des analyses importantes à faire et voilà, qui a une certaine fiabilité. Mais donc, c'est toujours essayer quand même de simplifier la réalité avec les hypothèses mathématiques qu'on fait pour en tirer des enseignements. Et c'est important politiquement de le faire. Donc, il faut le faire, mais il faut savoir, enfin, les spécialistes le savent, savoir raison garder. C'est pas hyper fiable quand même. Ok, ok. Alors du coup, je vous ai peut-être orienté, si j'ai bien compris, pas tout à fait vers la bonne question, puisque vous aviez suggéré qu'on parle un petit peu plus de la difficulté de travailler dans des espaces de grande dimension, mais pour ce qui concernait les simulations, et là, la question que je viens de vous poser, c'était aussi pour les espaces de grande dimension, mais pour l'analyse. Alors on peut peut-être revenir un petit peu aux simulations dans les espaces de grande dimension, brièvement expliquer. L'exemple qu'on peut prendre, c'est celui disons que je prends dans le livre, c'est les simulations du marché du travail, en fait. Donc, il y a un modèle qui s'appelle WorkSim, donc, qui est développé par des gens à Paris. Et donc, ils essayent de construire une sorte de marché du travail français in silico, donc dans un ordinateur, en partant de la composition démographique, celle-là, on la connaît assez bien actuelle, si vous voulez, combien il y a de gens de chaque classe d'âge, dans quelle ville, au chômage, pas au chômage, dans telle branche, etc. Combien il y a d'entreprises. Donc, on a des descriptions assez détaillées maintenant grâce aux données, par exemple, de l'INSEE en France. Ouais. Et ensuite, ils vont avoir, alors pareil, le bouquin commence à dater il y a un an, donc c'est quelques dizaines de paramètres. Alors, je vais dire 40 à la louche, parce que peut-être un peu plus, un peu moins, il faut regarder et vérifier dans le bouquin. Quelques dizaines de paramètres qui décrivent, par exemple, je sais pas, la probabilité que quelqu'un qui a X années de chômage accepte tel travail, même s'il est moins payé que ce qu'il avait avant, qu'il préfère la préférence pour le travail par rapport au loisir, donc c'est un arbitrage du temps de travail que les gens vont accepter. Les paramètres qui décrivent tous les processus économiques qu'ils prennent en compte pour rendre compte des décisions d'emploi aussi bien des individus que des entreprises. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils démarrent avec la situation actuelle. Donc, ils initialisent en gros leur programme avec tout ce qu'ils savent du taux de chômage aujourd'hui, par exemple, du taux de CDD, enfin de contrat de durée déterminée, indéterminé. Et donc, pour retrouver la réalité aujourd'hui, donc il n'y a pas de prédiction encore, c'est juste ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui leur permet, en gros, de donner des valeurs mettons, aux 40 paramètres qu'ils utilisent, d'accord, pour reproduire la réalité aujourd'hui.
Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est, je change la loi. Donc, j'introduis la loi travail à l'époque, c'était il y a 2 ans en France. Donc, on changeait un peu la législation sur les contrats à durée déterminée, indéterminée. Et donc, quel est l'effet sur mon modèle, en tout cas, et donc après sur la réalité de cette modification-là. Et en fait, donc une fois que vous avez trouvé les valeurs des paramètres, vous pouvez assez facilement faire ça et regarder ce qui se passe. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous avez une quarantaine de paramètres, donc vous êtes un espace à 40 dimensions, pour arriver à ajuster la situation actuelle, donc c'est la première étape nécessaire, mais on sait que il y a beaucoup de solutions possibles qui vont en gros vous donner la bonne solution. Donc ce qu'on dit, c'est que dans le vocabulaire technique, c'est que la solution est dégénérée, on dit, alors c'est bizarre dans le langage courant, mais enfin ça veut dire que en gros vous avez plein de solutions possibles dont les valeurs des paramètres sont assez différentes, mais qui toutes vous redonnent la même situation parce que voilà, quand vous mélangez plein de choses, vous pouvez vous retrouver avec la même solution, même si les valeurs des paramètres sont différentes. Et à la limite, vous pourrez vous dire bon, c'est pas très grave. Alors si ça me donne tout la même chose, c'est pas très grave de changer un peu la valeur des paramètres. Le gros problème, c'est qu'ensuite, quand vous modifiez et que vous introduisez la loi travail, et bien à ce moment-là, chacune des valeurs possibles de vos 40 paramètres qui vous donnaient la même chose aujourd'hui va peut-être vous donner des prédictions complètement différentes une fois que vous changez la structure de votre modèle. Et en fait, on sait que ça arrive. Et du coup, toute votre prédiction va être très sensible au choix des 40 paramètres que vous allez prendre. Et vous n'avez pas une bonne manière de choisir ces 40 paramètres parce que voilà, vous pouvez dire oui, je vais prendre vraiment celle qui me permet d'ajuster au mieux la situation actuelle. Mais on sait que ça marche pas, c'est très fragile. C'est-à-dire que, en gros, si vous pouvez peut-être, choisir des paramètres très différents et qui vont juste changer, je sais pas, de 0,1% l'ajustement que vous avez trouvé. Et vu que de toute façon, la réalité sociale, on la connaît jamais à 0,1%, et ben en fait, voilà, vous avez une zone de flou complètement incompressible qui vous rend plein de solutions possibles et donc qui vous rend plein de chemins ensuite possible. Et donc voilà, c'est quelque chose, disons, qui rend après la fiabilité de vos simulations complètement, disons, vraiment précaire et voilà, j'y crois pas du tout. Alors après, effectivement, il faut rentrer dans le cambouis, voir quelles sont les 40 solutions possibles, enfin, ou toutes les milliards de solutions possibles dans un espace à 40 dimensions et voilà. Mais disons comme approche générale, je sais que je sais que c'est pas fiable, quoi. Après, il faut regarder au cas par cas, mais. Ok. Alors, on peut aborder un petit peu un sujet qui, si je me rappelle bien, est discuté dans la partie quantification. Vous allez me corriger si je me trompe, mais c'est celui du big data. Voilà. Donc, vous discutez ce sujet-là et vous concluez qu'il est d'une utilité scientifique modeste finalement. Voilà, ces ressources, ces immenses ressources de données, vous concluez que finalement, scientifiquement, ça permet pas tellement de comprendre beaucoup de choses, quoi. Alors, ouais, il faut un peu distinguer différentes choses. On va dire que le fantasme de la prédiction du style de Predpol, c'est-à-dire des algos qui prennent plein de données sur les délits commis et qui essayent de prédire à quel endroit va se passer le prochain délit, etc., etc. Tout ce genre de trucs en général. Donc d'abord, c'est secret et on n'a pas accès aux prédictions et donc c'est pratique pour les boîtes en question qui peuvent annoncer des bons résultats sans qu'on puisse jamais les vérifier. Et on voit bien qu'elles ont intérêt à gonfler les chiffres, évidemment. Donc aucune raison de les croire. Disons, les rares cas où on a accès à ce qu'ils ont fait, mais en fait, on se rend compte que ces prédictions-là ne sont jamais bien meilleures que demain sera comme aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, demain, on va observer les mêmes choses qu'hier. Et en fait, ces algorithmes de big data, c'est des bons outils, on va dire, pour structurer le passé, pour classer ce qui s'est passé dans le passé. Mais en gros, ils ne vous prédisent rien de nouveau, en fait. D'accord. Leur capacité à prédire des choses n'est pas très intéressante. Et bon, ça, c'est la première chose. Mais il n'empêche que si vous avez énormément de données sur beaucoup de gens, cette prédiction demain sera comme aujourd'hui sur des millions de personnes, mais c'est quand même quelque chose qui vous donne
de la puissance. Et puis le big data aussi, c'est tout un côté transparence des gens, en gros, où vous êtes surveillé, enfin en tout cas suivi minute par minute ou heure par heure, etc., grâce au téléphone, etc., etc. Et cetera. Et donc il y a un côté on va dire très important de la révolution numérique qui ne passe pas par de la prédiction. En fait, c'est pas des bons algorithmes tellement pour prédire. Il faut pas fantasmer là-dessus, mais ils n'ont pas besoin de ça en gros pour être vraiment importants et ils ont révolutionné la société. Et donc ça, ils sont en train quand même de changer énormément de choses. On le voit bien au niveau économique, social, politique. Mais leur pouvoir, il ne passe pas par de la prédiction en fait. Ça passe par cet effet de masse et de surveillance, on va dire. Ok. Et pour les chercheurs, est-ce que ça représente un vrai intérêt ou... Bah, pas tellement en fait. C'est-à-dire que le problème de ces algorithmes-là du côté, donc là, on a évoqué le côté politique et social, du côté scientifique, le problème de ces algorithmes-là, c'est qu'ils sont totalement opaques. C'est-à-dire, quand vous entraînez un réseau de neurones à reconnaître les chats et les chiens avec des millions d'images, donc ça marche, hein, c'est efficace. Mais pourquoi ça marche? Bah ça c'est une question qu'on se pose encore. On ne sait pas très bien pourquoi. Et du coup, si la science essaye de comprendre des choses, eh bien en fait, c'est pas tellement les réseaux de neurones qui vont l'aider à comprendre les choses. En fait, les réseaux de neurones c'est efficace pour les ingénieurs, mais au niveau scientifique, c'est pas très nécessairement très utile, quoi. Alors après, si c'est le côté prédictif éventuellement qui vous intéresse, là on est dans un projet. On essaye d'utiliser ces algorithmes-là pour améliorer les prédictions climatologiques. Légitime, quoi. Voilà, essayer de trouver des meilleures approximations et peut-être que on arrivera petit à petit à comprendre comment l'algo arrive à prédire telle et telle chose. On pourra dire que ces réseaux de neurones, c'est un peu aussi, ils sont dans leur enfance, quoi. Et donc peut-être qu'après on comprendra un peu mieux comment ça marche et que ça aidera au niveau scientifique. Mais pour le moment, c'est vraiment surtout intéressant pour les ingénieurs, on va dire, pour prédire et pour être efficace, mais pas tellement pour comprendre. Ok. Donc je pense qu'on a discuté déjà pas mal les trois parties que je vais appeler centrales de l'ouvrage. Donc, bon, évidemment, en première partie, il y a eu une introduction où vous discutez notamment de comment les sciences naturelles ont réussi à construire un savoir fiable. Je pense qu'on va pas trop revenir là-dessus. Enfin, ce serait vraiment intéressant, évidemment, mais on peut pas parler de tout. Si vous voulez bien, on peut parler un petit peu de la dernière partie. Là, il y a une longue discussion, au moins en pointillé, sur la modélisation des individus. Et vous distinguez plusieurs, disons, grandes familles de modèles qui sont peut-être un petit peu idéalisés ou simplifiés pour les besoins de votre discussion. On peut discuter de ça, mais en tout cas, voilà, pour fixer les idées, vous parlez du modèle des économistes classiques, entre guillemets, où les individus font des choix rationnels et ils ont des caractéristiques à peu près intrinsèques. Vous parlez du modèle qu'on pourrait appeler des sociologues, là aussi c'est encore entre guillemets, hein, avec un individu qui est en gros déterminé par son environnement. Et ensuite, il y a aussi un modèle, vous me corrigerez si je me trompe, hein, mais dont je devine qu'il vous plaît davantage. Et là, je vais vous citer, c'est l'individu créatif recelant des possibilités d'action inattendues. Et vous précisez qu'il est influencé par les autres, mais sans que ça en fasse un individu qui est complètement déterminé par son environnement. Ouais, donc je vous laisse la parole, c'est peut-être... Il n'y a pas vraiment de questions, mais... D'accord, oui. Je vous laisse... D'accord, de discuter un peu de tout ça. Oui, alors... Ouais. C'est un petit peu, disons, la question de est-ce qu'on est des atomes sociaux, c'est-à-dire est-ce que cette vision, alors qu'est-ce que c'est qu'un atome social? Ça serait l'équivalent d'un atome en physique, et la caractéristique essentielle d'un atome en physique, c'est qu'il a des propriétés intrinsèques qui ne dépendent pas de l'environnement, c'est-à-dire qu'un atome de, je sais pas moi, de carbone, par exemple, bah, il va rester atome de carbone
quoi qu'il arrive, enfin, pratiquement, ça, non, il peut y avoir, on sait bien qu'il peut y avoir des réactions nucléaires qui font que, mais donc c'est assez rare. Et en gros, dans toutes les réactions chimiques, on va pouvoir se fier à sa constitution chimique. Et donc ça, c'est aussi un exemple de ces lois de conservation dont je parlais, qui sont très utiles en chimie. Hein. C'est que ce que vous mettez dedans, bah, rien ne se perd, rien ne se crée, etc. C'est donc ça depuis Lavoisier, et c'est très très utile. Et c'est quand même ça l'essence de l'atome, c'est le fait qu'il garde une identité chimique. Et donc ça, c'est très pratique, même si en fait ces propriétés vont pouvoir changer. C'est-à-dire on sait bien qu'un atome de carbone dans une molécule donnée n'est pas le même que dans d'autres molécules. C'est ce qu'en chimie, on appelle ça l'hybridation. Donc, des fois, ils sont hybridés d'une certaine manière, des fois d'une autre manière, et ça donne des propriétés chimiques assez différentes, en fait. Mais donc, l'exemple le plus frappant, c'est le graphite et le diamant. Hein. C'est que des atomes de carbone, et pourtant, le matériau est très, très différent parce que, voilà, la personnalité de cet atome est quand même très dépendante du contexte, d'accord. Mais n'empêche que à la fin, on obtient des atomes de carbone si on fait l'analyse. Et donc, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir chez les humains découvrir une telle conservation, encore une fois, qui vous permettrait, éventuellement, donnerait l'espoir d'avoir une sorte de tableau de Mendeleïev des atomes sociaux possibles. C'est un peu comme la comédie humaine de Balzac, si vous voulez. Il y a un certain nombre de prototypes humains, l'avare, celui-ci, celui-là, enfin, etc. Donc, on pourrait, avec ça, construire une sorte de tableau périodique, enfin, peut-être pas périodique, mais en tout cas un tableau des comportements humains, et donc, voilà, commencer une sorte de classification qui pourrait ensuite vous permettre de mieux connaître la société. Le problème, donc, ce que je dis, c'est que ça ne marche pas, parce que, donc, y a rien de stable chez les humains, et on peut, disons, si on veut, ici, on est plutôt dans un domaine où il y a pas des physiciens qui vont peut-être écouter, ou voilà, une analogie avec la physique assez simple, c'est de dire que si l'atome physique est stable, c'est parce que l'énergie nécessaire pour modifier son noyau est très très forte, beaucoup plus élevée que l'énergie de toutes les réactions chimiques. Et donc, vous avez une sorte de domaine de stabilité. Tant que l'énergie n'est pas trop forte, vous n'allez pas changer le noyau. Et donc, l'identité chimique va rester la même. Alors que pour les êtres humains, si vous voulez, les atomes sociaux, entre guillemets, il n'y a pas cette séparation d'échelle d'énergie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de noyau stable. Et toute perturbation, c'est-à-dire toute interaction avec un autre humain, peut changer leur noyau d'une certaine manière qui expliquerait leur identité chimique. Et donc, ils n'ont pas d'identité chimique, il n'y a rien qui se conserve parce qu'il n'y a pas de séparation nette entre un noyau qui est très stable et un nuage électronique, si vous voulez, qui lui est assez plastique et assez flexible. Et donc, dans les humains, il n'y a pas cette séparation-là. Et du coup, il n'y a rien qui se conserve. Et donc, quand dans les modèles économiques, vous supposez que les humains, tel humain a telle préférence fixée du départ à la fin du départ du modèle jusqu'à la fin du modèle, en fait, c'était une approximation qui, va peut-être pouvoir marcher dans certains cas, mais en général, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et ça, c'est ce qu'ont bien vu les sociologues, c'est-à-dire que nos préférences, elles évoluent constamment. Et elles sont faites de nos rencontres, en fait. Donc, d'une certaine manière, il y a une phrase d'Ortega y Gasset que j'aime bien qui dit, voilà, je suis une part de tout ce que j'ai rencontré. C'est ça, c'est-à-dire que notre identité, elle n'est pas donnée par un noyau qui serait biologique, si vous voulez, mais elle est donnée par notre histoire, par toutes nos rencontres qui vont nous modifier progressivement. Alors, ça veut pas dire que de seconde en seconde, on se modifie complètement, mais en tout cas, ces modifications-là sont suffisamment grandes pour que on puisse pas tellement faire de modélisation fiable en supposant une nature humaine, même individuelle, fixe, quoi. Et donc, je propose une sorte de petit modèle un petit peu compliqué qui est cette phrase « le tout est plus petit que les parties » au sens que, en fait, disons, si on essaye de modéliser le fait qu'on est tous faits de nos rencontres, eh bien, en fait, on a une autre vision de l'humain qui est beaucoup moins modélisable, en tout cas quantitativement, mais qui reste quand même un petit peu modélisable. Et donc, je montre que quand on crée des groupes, par exemple, eh bien, on va créer des petites parties qui vont nous permettre de nous coordonner quand même. On n'est pas tous étrangers les uns aux autres, et donc, mais qui vont nous constituer en même temps. C'est-à-dire le fait d'être au CNRS ou de chanter dans un tel groupe ou de participer à tel parti politique, eh bien, en fait, ça va
cristalliser une petite partie de notre personnalité qui ensuite va être plus difficile à modifier. Et on est fait un peu de tout disons, cet empilement de cristallisation, et j'emprunte ça au philosophe Gilbert Simondon, donc d'individuation progressive en fait, mais qui n'est jamais achevée. Et donc c'est un modèle beaucoup plus complexe que le modèle d'atome social et qui se laisse pas tellement mettre en équation. Ok. Alors je suis tenté de contester un petit peu quand même votre caractérisation du peu d'importance ou de l'absence d'importance des facteurs biologiques pour expliquer les comportements humains. Enfin, vous-même, d'ailleurs, dans le livre, vous écrivez à un moment que notre rationalité est juste construite par les processus évolutifs. Que, bon, là, je vais vous citer. Dans une perspective darwinienne, le but de l'organisme est de survivre, se nourrir, se reproduire. La rationalité de notre boîte à outils intellectuelle est à chercher dans son adaptation à ces buts. Et alors, par ailleurs, dans le livre et aussi dans la discussion que vous venez de développer, vous semblez considérer que justement cette influence biologique sur les comportements humains, sur les comportements humains est pas importante. Donc je suis un petit peu perdu par rapport à. Oui, je comprends en fait. Alors. Ça dépend ce qu'on entend par importante. C'est-à-dire, elle est importante, mais pas nécessairement pertinente. Alors, il faut peut-être dire ça. C'est-à-dire, évidemment, notre constitution biologique, elle détermine, voilà, on est des humains et pas des singes. Et donc, évidemment, on peut faire beaucoup de choses que d'autres espèces biologiques ne peuvent pas faire. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, notre constitution biologique est cruciale s'il s'agit de nous comparer à d'autres espèces. D'accord? Mais disons la manière simple de s'en tirer, je pense, c'est de dire biologiquement, en gros les Égyptiens et même les hommes préhistoriques à partir d'un, je sais pas, 100 000 ans, quelque chose comme ça. Il faut regarder le chiffre précis. On est identique en fait. Il y a pas l'évolution biologique, elle est très lente en fait, et du coup biologiquement on est identique depuis quelques dizaines de milliers d'années. Et pourtant, les civilisations qui se sont succédées sont très très différentes en fait. Nos manières d'aborder, est passé par des sociétés tout à fait différentes et la biologie est restée la même. Donc, si c'était la biologie qui déterminait notre société, je veux dire, je vois pas comment on peut se tirer de cette affaire-là. Donc, clairement, notre biologie donne une sorte d'univers des possibles, mais à l'intérieur de cet univers des possibles, donc il est très sous-déterminé. Donc il y a plein de choses. Mais celles-là, elles dépendent pas de notre biologie, elles sont fixées par l'évolution culturelle, etc. Alors après, on peut faire une analogie entre l'évolution culturelle et l'évolution biologique. Alors bon, il faut un peu se dire c'est plein de pièges, ces choses-là. Mais en tout cas, ce que je veux dire par notre constitution biologique n'est pas importante, c'est dans ce sens-là. Je veux dire, elle ne fait que déterminer une sorte d'ensemble des possibles, et pour ça, elle est déterminante, c'est clair. Mais à l'intérieur de ça, elle n'a pas un grand rôle, quoi, en fait. C'est ça que je voulais dire. Ok, je comprends. On sait bien d'avoir clarifié. On est d'accord, finalement, alors, sur ce point-là, alors. À peu près, oui, je pense. Est-ce qu'on avait fini, la discussion sur les atomes sociaux? Oui, disons, on peut toujours continuer, mais là, je pense qu'on a fait un bon tour déjà de beaucoup de thématiques du bouquin. Ok. Et puis donc, il y a juste une dernière phrase qui est tout à la fin, dans la conclusion de l'ouvrage. Vous écrivez qu'il est illusoire de chercher la meilleure méthode pour apprivoiser les systèmes sociaux. Oui, vous voulez que... je pense que disons, c'est un petit peu ce que j'essaie. Ça mérite d'être commenté. Oui, en tout cas, la meilleure méthode formelle, c'est clair. Il faut déjà, il n'y a pas beaucoup de bonnes méthodes formelles, et il faut vraiment, disons, l'ensemble de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la richesse du comportement humain, des agencements, la complexité donc qui vient de l'enchevêtrement de toutes ces causes, fait que en gros, à chaque problème, chaque problème va être différent des autres, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et du coup, chaque problème, il faut essayer
soit de chercher dans la boîte à outils, soit en général d'inventer de nouveaux outils. Et c'est aussi mon expérience de chercheur, c'est-à-dire que à chaque fois, comme je vous l'ai dit là au départ, j'étais parti avec mes outils de physique en étendard, en me disant voilà, avec ça on va résoudre plein de trucs. Et puis à chaque fois que je tombais sur un problème différent, ben, je me rendais compte que tout ce que j'avais fait jusque-là n'était pas très pertinent, et donc il fallait à chaque fois inventer un nouvel outil. Et donc c'est aussi tiré de mon expérience de chercheur, on va dire que voilà, il faut vraiment adapter l'outil à chaque problème, parce que chaque problème est spécifique. En tout cas, c'est ce que j'ai appris disons de ces 15 années que j'ai passé à faire de la recherche. Ok. Bah, c'était ma dernière question. Enfin, c'était pas vraiment une question, mais c'était ma dernière invitation à discuter un point précis. Est-ce que vous souhaiteriez explorer encore d'autres choses sur lesquelles je vous ai pas interrogé? Je crois qu'on a fait un bon tour là de l'ensemble. Après, voilà, il faut lire le livre et puis voilà. Chacun se fera une idée de ce qui a manqué, mais je pense qu'on a fait quand même un bon tour des questions aussi bien scientifiques que politiques posées par la modélisation du social, quoi. D'accord. Ah, mais il y a quand même une question qui me vient, et je pense que ça peut être intéressant d'en parler brièvement. Je me demande quelle a été la réception de cet ouvrage chez les universitaires en sciences sociales, chez vos collègues en sciences naturelles. Je suis vraiment curieux de savoir. Eh ben, disons, je peux pas répondre de manière satisfaisante au niveau représentatif, on va dire. Donc, j'ai pas vraiment un énorme échantillon, mais on va dire que côté sciences sociales, mais c'est pas une très grande surprise, ça a plutôt été apprécié. Ça défend leur point de vue sur la société. C'est une approche plus qualitative, d'enquête ethnographique, et pas, disons, je critique les méthodes formelles qu'ils critiquent souvent aussi. Donc de ce côté-là, je m'attendais à ce que ça se fasse bien, et c'est le cas. Et côté sciences naturelles, en gros, les scientifiques que je connais, soit ils s'intéressent pas du tout à la question, donc ils n'ont pas lu le bouquin, et ceux qui s'intéressent, donc en gros c'est un tout petit monde, hein, les physiciens qui s'intéressent à ces questions-là, et en gros ils savent déjà un peu ce que je pense, et ils ont été confrontés, enfin disons ceux que je côtoie assez régulièrement, ils ont été confrontés à cette difficulté de modéliser, donc ils sont au courant, quoi, en gros, et donc voilà, de ce côté-là on est assez d'accord. Côté disons là où ça peut discuter un peu plus, c'est le côté politique, c'est-à-dire il y en a certains qui croient encore, je pense, à ce que je disais tout à l'heure du rôle de bien commun de l'État, et pour eux tout outil formel qui permet de décrire les choses, c'est quand même bien, et donc il faut continuer à travailler là-dessus, et on est peut-être un peu en désaccord sur le danger politique qu'il y a à travailler sur ces choses-là, et ça je respecte tout à fait, c'est un débat, disons, j'ai mon avis là-dessus, mais ça se discute, et donc voilà, on continue la discussion avec eux, on est en désaccord, mais c'est un désaccord fécond, on va dire. Mais voilà, après, j'ai pas non plus des dizaines d'exemples de collègues qui aient lu ça, quoi. Ok, ben écoutez, c'est déjà intéressant de savoir ça. Merci beaucoup, Pablo, d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Et merci des commentaires et des questions pertinentes, et surtout l'ensemble du bouquin. Donc voilà, j'espère que ça intéressera un peu, voilà, les gens, et ça ouvrira leur curiosité, et puis ça aiguisera aussi leurs oreilles quand ils entendront, parce qu'on entend souvent des prédictions sociales ou des choses comme ça qui se diront attention. Je me rappelle qu'il y avait ce podcast où je me suis dit tiens, c'est pas si simple que ça, voilà. Ça pourra servir. Ouais, bah écoutez, espérons. En tout cas, c'est une bonne initiative qui nous parle et nous intéresse pour notre podcast, parce que c'est vrai qu'on s'intéresse pas mal à cette interface, cette discussion, parfois ces conflits entre sciences naturelles, sciences sociales, tout ça. On avait notre épisode numéro 2 qui avait été consacré à ça en partie, avec Arnaud Saint-Martin, qui est un sociologue des sciences. D'accord. Et voilà, donc là on revisite ça de manière assez complètement différente. Donc c'est vraiment bien. Ouais. Merci encore. Bon, merci à vous. Allez, bon courage pour la suite. Ouais, merci beaucoup. Bonne journée. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir.